La Chine doit-elle faire... C'était bon le cadrage ou pas? Vous n'avez pas répondu? Ah oui. Bon, allez, vas-y, relance. Je t'entends pas en plus. Mais... La Chine doit-elle ou pas faire une croix sur son rythme annuel de 5% de croissance? Réponse avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos. Est-ce que l'empire du milieu est condamné à ralentir? Il me semble, pour une raison déjà toute simple, c'est que quand vous regardez l'histoire de tous les pays qui ont connu une croissance très rapide au moment de leur révolution industrielle, cette croissance a toujours fini par ralentir pour des raisons évidentes. Quand vous êtes gros, c'est plus difficile de grossir encore et vous épuisez les progrès technologiques que vous avez mis en place. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni à partir de la fin du 19e siècle. C'est ce qui s'est passé ensuite aux États-Unis. En France, après-guerre, on a eu les 30 Glorieuses et ensuite ça ralentit. C'est ce qui s'est passé au Japon, dans ce qu'on a appelé les dragons d'Asie, la Corée, la Malaisie, et c'est ce qui se passe maintenant en Chine. Bon, et en même temps, certains disent que la Chine a perdu son modèle de croissance, mais l'activité reste toujours largement tirée par le commerce extérieur, les exportations. L'excédent commercial l'an dernier, c'est quand même 1000 milliards de dollars. Oui, et c'est à la fois une force et une faiblesse. Je crois que la vraie question à se poser, c'est quel peut être le moteur de la croissance de la Chine dans les années à venir. Quand elle a eu son ouverture au monde, à partir des années 1980, ça a clairement été les exportations et les investissements pour financer la fabrication de ces exportations. Et ça, c'est le modèle qu'on a vu aussi, encore une fois, en France, au Japon, et dans toutes les phases de décollage économique. Cette phase-là, elle s'est terminée 30 ans plus tard, avec la crise financière de 2008. Et à ce moment-là, la Chine a basculé sur un autre modèle de croissance qui était celui qui était tiré par les investissements, et notamment les investissements publics et les investissements immobiliers. Donc on a construit énormément de routes, et beaucoup de lignes de TGV, des dizaines d'aéroports, et puis aussi des villes entières pour abriter les Chinois qui venaient des campagnes vers les zones urbaines. Et ce modèle-là, il a été très puissant. Il y a eu un moment où le secteur de l'immobilier, de la construction en Chine, ça faisait le tiers du PIB. On n'a jamais eu ça dans aucun pays occidental. Mais évidemment, on est allé trop loin dans cette direction. Il y a eu une bulle immobilière qui a fini par exploser, dont les dégâts n'ont pas encore été tous purgés. Et donc, à ce moment-là, il a fallu que la Chine retrouve un autre moteur de croissance. Et donc, elle s'est à nouveau reportée sur les exportations et sur des investissements industriels qui ont été massifs et qui aboutissent aujourd'hui donc à un excédent dont on sait qu'il ne pourra pas être prolongé parce que les États-Unis ne vont pas laisser faire, parce que l'Europe ne va pas laisser faire non plus, et aussi des surcapacités industrielles absolument massives qui pèsent sur les prix. On le voit tout à fait clairement à l'œuvre aujourd'hui, mais ces surcapacités, c'est aussi quelque chose qui est intenable. Donc il faut absolument que la Chine trouve un autre moteur de croissance. Normalement, il y en a un qui devrait être évident, qui est logique. C'est la consommation. La consommation. Voilà, c'est celui qui a toujours pris le relais dans les phases de développement, c'est la consommation. Mais la Chine parle de lancer ce moteur de la consommation depuis 15 ans, mais elle n'y arrive pas. Et c'est le problème de fond. Pourquoi n'y arrive-t-elle pas? Eh bien, pour deux raisons. Le consommateur chinois hésite à dépenser et il a un taux d'épargne qui est monstrueusement élevé. Pourquoi? D'abord, il y a l'immobilier dont je parlais, les prix de l'immobilier se sont retournés. Énormément de Chinois avaient investi dans l'immobilier, donc ils voient la valeur de leur patrimoine qui s'effrite, et donc ils veulent protéger la valeur de leur patrimoine, et pour ça, ils reconstituent cette valeur en épargnant toujours à un niveau très élevé. Et puis la deuxième raison, c'est l'absence de protection sociale. Quand vous vivez en Chine, l'assurance retraite est une assurance qui est très très faible. L'assurance maladie est aussi une assurance qui est très très faible. Donc vous économisez pour vous préparer en cas de maladie et
de toute façon pour vos vieux jours. Et la situation est encore plus tendue que dans d'autres pays pour une raison simple qui est la politique de l'enfant unique qui fait que, eh bien, aujourd'hui, dans beaucoup de familles, le modèle qui prédomine, c'est un père, une mère et un enfant. Et cet enfant, il s'est devenu adulte, il sait qu'il devra porter non seulement ses dépenses maladie, non seulement ses dépenses vieillesse, mais aussi celles de ses parents. Et donc, il est extraordinairement précautionneux de ses dépenses pour cette raison. Selon vous, Jean-Marc, il y a deux Chines. Il y a un pays qui va et un pays qui ne va pas, c'est-à-dire ? Eh bien, le pays qui ne va pas, c'est le pays de la macro, c'est le pays du modèle de croissance. Il faut que la Chine retrouve un modèle de croissance et pour l'instant, elle n'y parvient pas. Avec beaucoup de dettes, on ne l'a pas dit, mais une dette qui est colossale, dette privée et publique. Quand vous faites de l'immobilier, de l'investissement public, vous avez une dette qui explose. Elle a pris 100 points de PIB en 10 ans. Aucun grand pays n'a eu une montée aussi rapide de son endettement global. Je ne parle pas de l'endettement public, je parle de l'endettement global, celui de l'État, plus les entreprises, plus les ménages. Plus 100 points de PIB, c'est absolument colossal. Donc, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et donc, cette Chine-là, elle est à la peine, même si elle a encore un taux de croissance qui nous ferait rêver. En revanche, il y a une Chine qui, elle, va bien, voire très bien, c'est celle de la tech, c'est celle de la microéconomie, de l'innovation. Et ça, on le voit dans plein de domaines. Vous vous souvenez du moment DeepSeek, qui a été appelé le moment Spoutnik, tellement il a choqué les Américains. DeepSeek, c'était une intelligence artificielle générative lancée par une start-up chinoise extrêmement puissante et beaucoup plus frugale, beaucoup plus économe d'énergie et d'eau que les énormes modèles américains. Donc, il y a eu DeepSeek, mais on voit aussi ça sur les panneaux solaires, on le voit sur les éoliennes, on le voit sur les batteries, on le voit sur les voitures électriques. On le voit dans toute une série de domaines qui sont à la pointe, à la frontière technologique. Et dans tous ces domaines-là, la Chine est très forte et elle s'impose de plus en plus. Il suffit de voir ce qui se passe sur la voiture, c'est tout à fait spectaculaire. La voiture, c'était le cœur de la révolution industrielle aux États-Unis et en Europe au XXe siècle. Et dans ce domaine-là, c'est la Chine qui est en train de s'imposer. Donc là, il y a une montée en puissance qui est absolument impressionnante, absolument colossale, avec une politique industrielle menée avec constance par Pékin, par les autorités chinoises, des investissements massifs qui sont encouragés et aussi un effort de formation absolument colossal. La Chine forme chaque année davantage d'ingénieurs que les États-Unis ne forment de diplômés de l'enseignement supérieur, pour vous donner une petite idée. Et donc ça donne une force de frappe microéconomique sur l'innovation qui est tout à fait impressionnante. On l'a pas dit, mais aussi c'est un acteur de premier plan, la Chine, sur les TGV, sur le nucléaire, sur les médicaments. Voilà, on pourrait aussi... La liste est plus longue. Et je me souviens, il y a 5 ans, quand Comac, le constructeur aéronautique chinois, lançait ses avions, ça ricanait en Europe et aux États-Unis. Et aujourd'hui, Comac commence à vendre un avion qui est concurrent de l'avion Star d'Airbus et de l'avion Star de Boeing. Pour l'instant, il ne le vend qu'en Chine et à quelques pays amis, mais cet avion existe, il vole sur des lignes régulières et il va bientôt être proposé aussi sur le marché mondial à grande échelle. Ça veut dire que sur l'IA ou sur les énergies renouvelables, la Chine peut s'imposer ? Non seulement elle peut s'imposer, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Enfin, quand vous regardez tous les compartiments des énergies renouvelables, la Chine est omniprésente dessus. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ? Des terres rares jusqu'à la fabrication des composants les plus sophistiqués, la Chine est présente sur toutes les filières des énergies renouvelables. Et c'est absolument évident que les autres pays, pour l'instant, peinent à suivre. Et c'est la même chose en matière d'intelligence artificielle, avec des investissements qui ont été massifs. Tout ça a été prévu. Je vous rappelle qu'il y a un grand plan qui avait été lancé en 2015, qui visait à faire monter la Chine dans un certain nombre de domaines technologiques d'excellence en 2025. Nous sommes en 2025 et force est de constater que dans la plupart de ces domaines, la Chine a atteint ses objectifs. Des entreprises avaient été identifiées comme devant monter en puissance. Elles ont monté en puissance. Elles s'imposent comme des acteurs mondiaux maintenant. Donc au final, et on finit là-dessus, pour conclure, la Chine est condamnée à ralentir, mais la Chine n'est pas tant que ça en difficulté. La Chine macro a un vrai problème macroéconomique.
macroéconomique qui se traduit par un endettement très fort et une difficulté à trouver des relais de croissance. Mais la Chine microéconomique, elle, a une puissance très forte. Et la vraie question, c'est de savoir quand est-ce que cette puissance sera assez grande pour tirer non pas quelques secteurs, mais l'ensemble de l'économie du pays. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci à vous. Salut. Bonne journée.